Bonjour, nous sommes le vendredi 5 janvier 2018 et avant tout, bonne année, bonne santé. Tous les gens qui me souhaitent une bonne année se sentent obligés d'ajouter quelque chose du genre touchons du bois, espérons que ce soit pas pire que 2017. Nous avons le sentiment tous que nous sommes entrés dans une grande phase d'effondrement et que dans un avenir prévisible, chaque année sera un peu pire que la précédente. Malgré les efforts louables de certains de nos représentants, pas tous, j'y reviendrai, d'essayer de nous convaincre que tout est comme avant, business as usual, qu'on va régler les affaires comme on le faisait précédemment. Tout ça, bon, c'est très aimable dans un but, je dirais, de maintien de l'ordre, pour que les populations soient assurées, mais c'est un peu inquiétant aussi de voir que la mesure n'est pas prise des dangers qui nous menacent, des changements, des choses qui se passent vraiment pas comme avant, et donc il faudrait prendre la mesure en prenant justement en adoptant des remèdes qui soient à la hauteur des choses qui se présentent. Alors, bien entendu, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est vrai, on peut prendre des initiatives au niveau de la France, et si l'Allemagne ne suit pas, voilà, il ne se passera rien. Mais comme je l'ai déjà dit, on a perdu beaucoup de temps et maintenant on dit ah oui, c'est plus difficile de négocier avec l'Allemagne. Oui, et bien entendu, ça veut dire que c'était plus simple avant. Et au moment où, par exemple, il y a 10 ans, pas mal de gens disaient c'est le moment de faire des choses. Rien n'a été fait. On a essayé de réparer les choses avec des sparadraps, des bouts de ficelle, etc. Comme si on n'avait pas compris la mesure des craquements que l'on peut voir, de l'effondrement en fait qui se dessine. Enfin bon, continuons de réfléchir, continuons de proposer des choses. Il faut changer de stratégie, ça j'ai déjà attiré l'attention là-dessus parce que dire on va chacun mettre davantage de courgettes dans notre jardin, ça débouchera, ça risque pas de déboucher sur une solution générale. Crier dans le désert, ça sert à rien non plus si on a pu constater qu'on l'a fait pendant 10 ans et sans résultat. Donc il faut faire autrement. Je vous ai dit, je change la formule je vais changer la formule du blog à partir de la fin février, à l'anniversaire des 11 ans du blog. La formule doit se modifier. Je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. On a discuté pas mal de faire un forum à la place du blog proprement dit, mais j'ai l'impression que ça durera 3 semaines et puis il y aura plus rien. Donc c'est peut-être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Pour ce qui est de ces petites vidéos du vendredi, là je vais cesser de les faire. C'était trop contraignant de les faire le vendredi matin, quoi qu'il arrive, avec parfois un peu de retard dans la journée du vendredi, parfois le faire le jeudi. Mais vous avez vu dans des situations acrobatique, parfois assis sur les toilettes dans une chambre d'hôtel parce qu'il n'y a pas de lumière ailleurs, parfois tenant une tablette à bout de bras, ma tête sur un oreiller parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas il n'y a pas d'urgence, ça c'est pas vrai, et c'est pas sûr qu'il n'y aura pas d'urgence, allez, au contraire. Mais justement, l'urgence demande peut-être autre chose que des rendez-vous hebdomadaires où je fais comme aujourd'hui le point sur l'actualité du monde et la mienne, tous les vendredis. Ce que je vais peut-être faire, c'est intervenir de manière ponctuelle sur des thèmes particuliers. Je vais sans doute faire des vidéos sur un thème particulier. Alors ce sera l'actualité qui décidera un petit peu du rythme. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura beaucoup moins? Espérons-le, ce sera un bon signe. Est-ce qu'il y en aura beaucoup plus? C'est pas impossible, on verra. Je m'adapterai aux circonstances. Mais je ferai une vidéo un sujet par vidéo. Voilà, alors jusqu'à la fin février, je continue avec l'actualité, un peu l'actualité de la semaine, celle générale et la mienne. Actualité de la semaine, je suis assez époustouflé du peu d'intérêt qu'il y a en France pour la commotion existant aux États-Unis à partir du livre de Monsieur Michael Wolff,
qui s'appelle Fire and Fury, le feu et la fureur, expression utilisée par Trump pour parler de la manière dont il allait régler le problème, diplomatiquement le problème de la Corée du Nord. Et j'ai regardé ce qu'il y avait dans la presse en France. Hier matin, quand j'ai fait un billet là-dessus, il y avait encore qu'un papier sur Libération, mais dont Libération n'avait pas jugé, en tout cas sur la toile, de le mettre en première page. Il y avait un lien qui vous permettait d'aller vous occuper de ça ailleurs. Puis c'est venu dans la journée, il y a eu un article dans Le Monde en ligne, mais qui était du type qui a rien compris à ce que c'était ce bouquin, qu'il a appelé un tissu d'anecdotes à partir des 3-4 pages qui avaient été publiées. Non, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bouquin de Michael Wolff? D'après ce qu'on comprend, d'après ce qu'il en dit lui-même, il avait signalé à Trump il y a pas mal de temps qu'il avait jugé, lui, Michael Wolff, qu'un article à son sujet, au sujet de Trump, avait été injuste. Ça avait beaucoup plu à Trump, qu'il avait laissé circuler pendant des mois et des mois dans la Maison Blanche, et il explique bien, c'est Monsieur Wolff, qu'il y avait un siège dans un corridor qui était devenu le sien, et il accrochait des gens au passage, des gens qui allaient vers Trump ou des gens qui revenaient de Trump, et faisait une causette au passage. D'après ce qu'on comprend, il était assez ouvert. Il était assez ouvert à ce qu'il allait voir. Voilà, bon, il faisait un rôle de journaliste, je dirais, comme il faut. Et petit à petit, il s'est convaincu qu'il y avait là, dans la chambre ovale, qu'il y avait là un personnage qui n'était pas du tout à la hauteur de la fonction. D'un personnage, de plus en plus, il se convainquait qu'on avait affaire à ce qu'on appelle, on appelle ça maintenant un pervers narcissique. Autrefois, on était moins charitable, on appelait ça borderline, ce type de personnalité. Borderline, ça voulait dire sur la frontière. Sur la frontière entre quoi? Ben, la frontière entre la névrose et la psychose. Alors, c'était des cas que les psychanalystes n'aimaient pas parce que la psychose, on sait que ça résiste simplement, ça résiste à la parole simplement. La névrose, ça se décompose ça se guérit à la parole énoncée. La psychose, c'est plus compliqué. Alors voilà, c'est pour ça que les psychanalystes n'aimaient pas les borderline, et qu'on appelle maintenant un pervers narcissique, parce qu'il n'est pas certain que ce soit pas de la psychose plutôt que de la névrose. Ce qui veut dire donc du solide et pas nécessairement du réparable, même par des moyens chimiques avancés. Enfin bon, donc ce monsieur Wolff se convainc qu'il y a là un personnage dans ce bureau de président de la République du pays le plus puissant encore du monde, un personnage qui n'est pas à la hauteur et qui est extrêmement dangereux dans le fait qu'il exerce cette fonction et qu'il est entouré de gens éventuellement de bonne volonté, comme son beau-fils et sa fille, mais qui sont eux-mêmes pas à la hauteur de diriger un pays à la place du personnage déficient qui le fait en ce moment. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit j'ai un rôle à jouer. Il faut que j'alerte le pays sur le fait que ce type est pas en état de faire ce qu'il fait. Et je vais faire un livre là-dessus. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a des pages qui ont circulé dans une revue américaine et sur le Guardian en Angleterre. Le livre sort en principe mardi, et des efforts considérables sont faits en ce moment par la Maison Blanche pour empêcher sa parution, parce que ils savent que même si au niveau du politique, il y a des institutions qui font que si on veut impeach Monsieur Trump, ça prend du temps, il y a des procédures à faire. Si on veut le pousser à la démission, il y a aussi d'autres procédures, mais que l'opinion publique va peut-être se convaincre dans une très large majorité qu'il y a là aux manettes un personnage qui ferait mieux d'être ailleurs, et qu'on aurait remplacé par quelqu'un en tout cas de plus compétent, quelqu'un de capable d'assumer la fonction. Alors au passage, évidemment, il y a ce qui est réglé dans ce bouquin, ce sont les rapports entre Monsieur Steve Bannon, le patron de l'agence de presse d'extrême droite Breitbart, et Trump. Le fait que Steve Bannon
a voulu mettre la droite identitaire suprématiste, enfin l'extrême droite identitaire suprématiste, il a voulu la mettre dans l'échiquier politique américain, la faire apparaître en surface. Et là, il a réussi. Et ce qui explique a posteriori sa déclaration du mois d'août, en disant pour moi cette affaire Trump est terminée, j'ai fait ce que je devais faire, et ce personnage va disparaître. Et il participe à la disparition de Trump, puisqu'il l'accuse de manière indirecte de haute trahison, de collusion avec une puissance étrangère, avec la Russie, parce qu'il dit que dans la réunion où s'est trouvé sont trouvés le gendre Jared Kushner et le fils Donald Jr., que dans cette réunion, ces deux personnages très proches de la Maison Blanche ont commis une haute trahison. Et il dit, et je donnerai, je suis 100% sûr qu'ils ont sûrement fait un rapport à leur père et beau-père. Donc voilà, une accusation très forte, mais qui peut, si l'opinion américaine se convainc entièrement du fait que ce soit vrai, ça peut évidemment changer les choses. Le Parti républicain peut aussi considérer qu'il a fait ce qu'il avait à faire en modifiant la taxe, en facilitant la concentration de la richesse, en récompensant les milliardaires qui avaient mis Trump au pouvoir. Le Parti républicain considère peut-être qu'il a fait ce qu'il devait faire et va peut-être aussi prendre ses distances vis-à-vis de ce personnage dangereux. Quelle autre actualité? Quelques mots d'une actualité personnelle. Et vous avez vu hier, j'ai annoncé on me l'avait déjà signalé officieusement, mais voilà, l'annonce officielle a été faite hier, que j'obtiens pour la réédition de L'argent mode d'emploi, un livre qui a eu mauvaise presse, qui a encore mauvaise presse auprès des complotistes, des gens qui ont mis tout leur argent derrière le fait que les banques créent ex nihilo de l'argent à partir de rien. Un message que j'ai été véritablement navré, évidemment, de voir que colporté dans le film Demain. C'est dommage que ce film soit entaché par ces rumeurs complotistes. Enfin bon, voilà, un prix et un bon prix, un prix que j'aurai plaisir à recevoir, le prix à la mémoire d'Élisée Reclus, grand géographe libertaire comme on dit maintenant, mais qu'on appelait anarchiste à l'époque, et lui s'appelait anarchiste lui-même. Très très grand géographe. On republie ses livres qui sont de nouveau des best-sellers. Vous pouvez voir ça sur les rivières, sur les mers, des choses comme ça. C'est un très très grand penseur aussi du point de vue de la réflexion politique. C'est à lui qu'on doit cette réflexion que je cite souvent. On ne peut pas confier l'avenir du monde à des balles perdues. Une réflexion pacifiste sur la manière dont il faut changer les choses et que changer les coups de feu dans des rues, c'est pas le moyen d'être sûr quand on va sur une bonne solution par la suite, ni en Suisse non plus. Ça, c'est l'actualité d'hier. Vous avez peut-être l'actualité d'hier aussi. Vous avez peut-être vu. Je savais que ce monsieur Peter DeVos fait des vidéos extraordinaires. Et quand il m'avait demandé s'il pouvait faire pour l'ouverture d'un congrès d'un syndicat, le syndicat socialiste flamand en Belgique, s'il pouvait faire une petite vidéo, j'ai dit oui tout de suite. J'avais déjà travaillé avec lui. On avait travaillé il y a pas mal d'années sur qu'est-ce qui avait mal tourné en Europe. Il avait fait un très très bon petit film là-dessus. Il a travaillé aussi sur la fraude fiscale. Et c'est un très grand cinéaste en plus d'être un très bon intervieweur. Et cette petite vidéo, vous avez vu, ne m'a pas déçu. Il interroge aussi un syndicaliste flamand sur la question du travail. Quelqu'un m'a déjà signalé qu'il allait la passer à la CGT en France pour montrer comment il y a moyen de faire les choses. Faites-la voir. Je crois que il a très bien extrait ce qu'il faut faire savoir sur la disparition du travail. Il a repris mon message sur la gratuité, m'a encouragé à en parler. Je crois que c'est très intéressant. Alors, dernière petite chose, parce que
Vous avez peut-être vu, quand je suis passé, c'était à Beaubourg, c'était, je dis toujours, c'est il y a 3 mois, mais non, c'est beaucoup plus récent que ça, c'était peut-être il y a un mois. Euh, Réunion organisée par la revue Études Digitales, dont les deux dirigeants, Jacques Athanas-Gilbert et Franck Cormeret, sont aussi les personnes qui m'avaient interviewé pour faire le petit volume qui s'appelle À quoi bon penser à l'heure du grand collapse, j'arrive à le dire. Euh, J'avais réagi à l'opposition qu'il y a du côté de Ars Industrialis, le mouvement de Bernard Stiegler. Il y a une attaque en règle le big data, fondée sur le fait que ça repose essentiellement sur des calculs de corrélation, de coefficients de corrélation entre différents phénomènes, et que dans la pensée, il y a un progrès qui est de faire une réflexion de type causal. A cause B, plutôt que de dire il y a une corrélation de 0,7 entre le phénomène A et le phénomène B. Et là, j'avais attiré l'attention sur le fait que effectivement, la causalité, c'est quelque chose sur lequel notre culture a mis l'accent. Nous avons fondé la science moderne sur l'idée de causalité, mais que l'idée de causalité suppose une représentation d'un feuillet intermédiaire entre le monde empirique, c'est-à-dire celui dans lequel nous vivons et que nous comprenons de manière intuitive, et l'être donné, la chose en soi, le monde tel qu'il est vraiment, et au-delà de nos capacités à le comprendre, de mettre un feuillet intermédiaire que nous avons appelé de manière classique à partir du XVIIe siècle la réalité objective. Et dans la réalité objective, il y a effectivement des mécanismes causaux, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de la corrélation, c'est-à-dire des choses qui se passent ensemble, mais pas toujours. Et ça, c'est une démarche à nous. Alors que la pensée chinoise, c'est une pensée qui est restée, bon, évidemment, les Chinois ont commencé à lire l'anglais, à lire le français, à comprendre comment nous faisons. Ils ont compris la science moderne. Ils savent faire de la science appliquée maintenant. Mais la tradition culturelle chinoise était une tradition simplement de la corrélation. Il y a des choses qui sont très corrélées, il y en a qui le sont moins, etc., etc. Et là, je vais attirer l'attention sur le fait, quand j'étais à Beaubourg l'autre jour, sur le fait que c'est pas nécessairement une régression de parler en termes de corrélation. Et en particulier, c'est que si la machine fait des prévisions, et qu'elle le fasse avec un coefficient de corrélation de 1 entre deux phénomènes A et B, c'est-à-dire qu'il doit y avoir ce que nous appelons un mécanisme causal entre les deux, ou qu'elle fasse ses calculs à partir de 0,7, de 0,3, de 0,2, la machine, elle s'en fiche. Elle n'a pas notre représentation, qui aurait peut-être un feuillet intermédiaire de réalité objective entre le monde empirique et la chose en soi. Ça n'a pas d'importance de son point de vue. Alors, est-ce que c'est une régression du point de vue de la pensée? Là, personnellement, je ne pense pas. C'est une trahison de notre tradition culturelle. Mais voilà, nous avons utilisé la corrélation, nous l'utilisons encore. Quand nous faisons de la simulation, d'une certaine manière, nous restons à l'intérieur du monde empirique, nous n'en sortons pas. La simulation informatique. Donc, dès qu'on a utilisé l'ordinateur, cette distinction très claire entre un mécanisme causal et une simple corrélation a perdu un petit peu de sa signification. Alors, j'enchaîne sur autre chose, vous allez voir, vous allez trouver le rapport. Quand je me suis trouvé à France Culture, là récemment, je crois que là c'était la semaine dernière, oui c'était la semaine dernière, là, je me suis un petit peu opposé à Florian Delorme qui m'a interviewé, parce que il avait l'air il avait l'air de ne pas comprendre, ou il faisait semblant de ne pas comprendre comme un moyen didactique vis-à-vis du public, ce que ça voulait dire, ne plus comprendre exactement ce que font les ordinateurs, et en raison de la complexité. Et j'avais fait un parallèle, j'avais dit, mais quand on descend dans l'échelle microscopique, quand on descend dans les tailles, nous arrivons à un niveau où nous ne comprenons plus exactement ce qui se passe non plus, où nous ne savons plus faire la différence entre la réalité dont nous essayons de parler et les instruments de mesure que nous utilisons, ou alors la lecture que nous faisons de ces instruments de mesure. Et il m'avait dit, oui, mais non, mais il y a un truc qui s'appelle l'indétermination quantique.
Et là, j'ai laissé, on n'avait pas le temps d'aller parler de mécanique quantique, mais j'ai laissé entendre que non, c'était pas une question que le monde était de telle ou telle manière, c'est que nous avions, à ce niveau-là, nous n'avions plus les outils véritablement pour parler du monde en sachant clairement de quoi on parle. Et alors, pourquoi je vous parle de ces deux choses, de corrélation, et pourquoi je vous parle de ça, des principes même de la mécanique quantique? C'est parce que vous le savez peut-être, il y a une époque, je me suis fort intéressé à ces questions, et qu'en particulier, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, où je parle longuement de ces choses. Et nous avons la chance maintenant de pouvoir acheter tous les livres qu'on veut, parce que c'est une possibilité que nous offre la toile. Et à une époque, on était au début des années 70, ou au milieu plutôt des années 70, je lisais des tas de livres que je pouvais lire uniquement en bibliothèque. Voilà, et donc je les ai plus parce que c'était des livres qui étaient introuvables. Et en particulier sur cette question de la manière dont nous représentons le monde, j'utilisais beaucoup un livre, et là je vais vous le montrer parce qu'on a la chance maintenant de racheter les livres qu'on a envie d'acheter. Voilà, c'est la nature de la réalité physique d'un monsieur Henri Margenau. Henri Margenau n'est pas la personne la plus célèbre au monde. C'est un physicien qui a vécu essentiellement aux États-Unis, mais une personne qui a énormément réfléchi à ce qu'il faisait en tant que physicien. On considère même, il est parfois mentionné comme plutôt philosophe que physicien, et comme étant un philosophe qui a conduit les physiciens à modifier la représentation qu'ils avaient de ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc c'est un penseur en fait important. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ce que j'ai pu vous dire sur la corrélation il y a un instant, cette réflexion sur la manière dont nous cessons de comprendre le monde, c'est chez lui que je l'ai trouvé. C'est chez Henri Margenau, qui mérite d'être plus connu, dont il serait pas mal qu'un de ses livres publiés en 1950 sur la nature de la réalité soit republié et pas simplement trouvé par le biais de l'antiquariat, que ces livres soient traduits en français aussi. Évidemment, il n'est pas le seul grand penseur, grand philosophe des sciences et des mathématiques, mais voilà, une occasion m'a été donnée de mentionner son nom, un très grand penseur, quelqu'un qui a vu très très clairement ce que nous faisons quand nous représentons le monde. En France, il y a Émile Meyerson, qui n'est peut-être pas très connu non plus de nos jours. Émile Meyerson, ou Meyerson, très grand philosophe, très grand penseur de notre rapport au monde, de nos représentations. C'est lui qui a parlé, j'ai mentionné son nom en fait je crois en parlant à Beaubourg, c'est lui qui nous a dit que l'irrationnel, c'est le nom que nous mettons sur quelque chose quand nous voulons le mettre entre parenthèses. En disant dire nous l'avons compris, on peut passer à autre chose. Et en fait non, quand on a dit irrationnel, on veut dire simplement que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on croit ne jamais pouvoir comprendre. Par exemple le rapport de la diagonale du carré au côté, mais dont on dit c'est pas important. Voilà, on va faire ça. Voilà, à bientôt. Une des dernières vidéos où je parlerai un petit peu de tous les sujets qui me passent par la tête parce qu'on est vendredi. On verra au mois de mars à passer des formules plus centrées sur un sujet particulier. En attendant, passez une excellente semaine. Voilà, au revoir.